Et voilà, voilà. Alors Hélène, quand tu parlais du deuil au sens large. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, oui, oui. Alors, voilà, gardez en mémoire qu'on va parler des deuils, des pertes de personnes, mais avec d'autres tonalités, le processus de deuil s'enclenche automatiquement quand on vit une perte. Notre vie, elle est impermanente et elle va toujours se dérouler tous les jours, à chaque instant, avec des séparations, des ruptures, des pertes. Hier ne se refera plus jamais. Voilà, hein. Demain, c'est une autre journée et aujourd'hui, ça sera dans les pertes et profits. Donc, en fait, le processus de deuil peut aussi se vivre avec les pertes d'emploi, les pertes de maison, les pertes d'animaux de compagnie, beaucoup. Et on va avoir des étapes, des états émotionnels à traverser pour toutes les pertes et les séparations que nous vivons. Alors bien sûr, plus ou moins marqué selon le deuil, évidemment, hein, le deuil d'un enfant, le deuil d'un papa, d'une maman et autres. Évidemment que sur l'échelle des valeurs, ça va être très émotionnellement fort. Mais par contre, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient être bloquées, par exemple, parce qu'ils ne voulaient pas faire le deuil d'un emploi. Et ils voulaient retrouver exactement la même configuration, la même équipe, la même ambiance sympathique, etc. Et ça entraînait justement eh bien, des recherches d'emploi qui n'aboutissaient pas. Il faut d'abord, avant d'articuler et de se lancer dans quelque chose de nouveau, faire le deuil. Enfin, l'expression, elle n'est pas toujours très à droite, hein, faire le deuil. Faire, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, justement. On va se laisser traverser. Voilà. Le processus de deuil, c'est vraiment un cheminement intérieur, personnel, qui va nous faire passer par plein d'états émotionnels, avec des émotions très fortes. Il va y avoir vraiment des montagnes russes. Et en fait, il y a pas à agir, il y a juste à accepter qu'on soit dans ces états-là. Or, notre éducation judéo-chrétienne, l'inconscient collectif, la société refuse de plus en plus, mais peut-être que la tendance va s'inverser, refuse justement d'être voilà, dans ces états de tristesse, de déprime trop longtemps. Voilà. Autrefois, c'était pas pareil. On acceptait beaucoup plus volontiers. On était plus proche de la nature aussi, peut-être. Oui, il y a quelque chose où le deuil, je dirais, il y a plusieurs siècles, on avait des familles avec énormément d'enfants, par exemple. On avait Oui, des fratries importantes puisqu'il n'y avait pas de contraception. Et la perte d'un enfant était extrêmement douloureuse. Là, il n'y a pas de, évidemment, oui. il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ce n'était pas vécu de la même manière. C'était, Voilà. voilà, Voilà. c'était un Et autre. puis, oui, c'est ça. Déjà, il y avait des rituels qui étaient beaucoup plus marqués. On portait le deuil. Hein. Une femme en deuil portait le noir pendant 2 ans, 1 an et demi. Et puis petit à petit, elle intégrait du violet sombre, voilà, des couleurs sombres, avant de retrouver des couleurs beaucoup plus vives. Les hommes portaient une petite barrette sur leur chemise ou sur leur veste, un brassard. C'était indiqué que la personne en face de nous était dans une période de fragilité. Aujourd'hui, regardez dans les entreprises, hein, 2, 3 jours maximum pour certains deuils qui peuvent être hyper douloureux, très longs à vivre. Et donc, on veut plus voir la tristesse trop longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, mais t'en es encore là. Et les deuils, donc, sont vraiment des choses à traverser sur le plan personnel parce que il va y avoir des personnes qui vont se relever facilement, un peu plus facilement au bout de 6 mois, mais il y en a d'autres qui auront besoin de 18 mois, 2 ans. Ben, c'est ainsi. On ne Hum. digère pas de la même façon un plat que l'on mange. Eh bien, les processus de deuil, c'est exactement pareil. Le temps de digestion d'une émotion très forte peut être longue ou plus ou moins longue chez d'autres personnes. Enfin, voilà, c'est vraiment propre à chacun et surtout propre à comment le clan a digéré les différents deuils avant.
Voilà, moi, je me rappelle, enfin, j'ai été bénévole pendant 5 ans dans une association où on accompagnait les familles endeuillées. Et les personnes qui venaient pour un deuil relativement récent, hein, qui avait quelques mois en arrière, ou un an, ou des fois de plus, eh bien, souvent, dans l'entretien d'une heure qu'on avait pour faire connaissance, ils nous parlaient de deuil hyper lointain, d'un grand-père, d'une grand-mère. Et donc, on s'apercevait que certains deuils n'avaient pas été suffisamment élaborés et il y avait ce besoin d'en parler. Pourtant, le deuil récent était là, mais ça faisait écho et ça réveillait la douleur des premiers deuils difficiles. Comme une espèce de redondance comme ça, un jeu qui se rejoue ou une période de vie qui peut se Ouais. répéter, C'est-à-dire que, faire un par lien. exemple, il y en a par exemple qui me disent, ben, je n'ai pas pleuré pour le deuil, par exemple, de mon père. Je m'y attendais, je n'ai pas pleuré, voilà. Et qui vont s'effondrer pour le deuil d'un chien ou pour le deuil d'un voisin qu'ils connaissaient, mais sans, voilà. Et en fait, le deuil du papa n'avait pas été suffisamment élaboré, exprimé, et c'était d'autres deuils qui venaient le réveiller. Voilà. Donc, en fait, on peut vivre des deuils comme ça qui vont se répercuter. Plus le clan aura des facilités de parler les émotions, de dire la tristesse, la peine, la déprime, d'accepter ces états-là, et moins les descendants porteront une charge de tristesse qui ne leur appartient pas. Tu parlais tout à l'heure du processus de deuil avec plusieurs étapes, hein. Est-ce que justement, prenons l'exemple de cette personne qui ne va pas pleurer le deuil de son père sans savoir pourquoi et qui va ensuite s'effondrer 2 ans plus tard lorsqu'elle perd son chien. Est-ce qu'en fait, elle est en train de pleurer tous ses deuils et notamment le deuil de son père parce qu'elle n'avait pas passé cette étape-là d'acceptation ou de tristesse, comme s'il y avait un bon timing quelque part, c'est ça que tu veux dire? Oui, alors on parle quelquefois des étapes du deuil. Le terme, il n'est pas très juste parce que étape, ça donne l'impression qu'on avance. Or, dans le processus de deuil, on peut franchir des étapes et puis avoir l'impression de régresser parce qu'on revient à un stade initial de tristesse, etc. Donc, je vais vous donner des moments à vivre qui ne sont pas forcément dans le même ordre pour chacun de vous. Et petit à petit, le processus se fait en passant tous ces états-là, plus ou moins. Donc, ce n'est pas forcément dans le même ordre. Mais par exemple, cet homme qui ne pleure pas son papa, ben lui, il peut être dans le déni. Parce qu'au départ, on va dire, quand on apprend la nouvelle, « Ah mais non, mais là, c'est pas vrai. » On est sidéré. On peut être dans un choc. Et puis, dans le déni, « mais non, mais c'est pas lui, mais c'est pas possible, mais il m'a… » Voilà. Donc, il peut y avoir des dénis sur des générations. Par exemple, une maman qui n'accepte pas que son bébé meure. Et donc, elle va rester dans peut-être que mon enfant suivant va me faire oublier. Mais elle voit son bébé mort à travers cet enfant qui va lui être dans une position d'enfant de remplacement du coup. Comme s'il n'avait pas le droit de vivre pour lui-même, mais pour faire oublier la douleur. Il y a des femmes, par exemple, ou des personnes qui peuvent être dans rester la petite fille qui a subi le choc du deuil du papa, à un âge où ce n'était pas dans l'ordre des choses, c'était trop tôt, etc. Et cette femme, peut-être, ne va pas avoir une attitude de femme mature, mais plutôt de petite fille en attente. Voilà, donc dans son comportement, elle peut être une petite fille. Voilà, dans sa façon de parler, de s'habiller, de dire les émotions. Elle reste scotchée à l'âge où elle avait appris cette nouvelle. Donc, voilà, hein, il va y avoir ce choc, ce déni. Et puis après, il peut y avoir des émotions très, très variées dans ce processus qui s'installe petit à petit. De la culpabilité. Ah, si j'avais été là, voilà. La tristesse. La tristesse, il faut y passer.
voilà, tant qu'on n'a pas passé et accepté ce temps-là où on n'est pas au top, ben, elle va s'installer un petit peu dans toutes nos phases de vie, nos secteurs de vie. Voilà, il faut l'accepter pour passer à autre chose. Il va y avoir parfois du soulagement. C'était une personne malade, eh bien, tant mieux, elle ne souffre plus. Et donc, un certain soulagement que ce deuil soit enfin là. Mm. Mais il peut y avoir aussi de la colère. Et ça, notre société ne l'approuve pas, la colère. Il m'a laissé tomber ou elle m'a laissé tomber. Mais pourquoi il est mort à ce moment-là? J'avais besoin de lui. Et donc, la colère aussi du petit qui perd sa maman, par exemple. Le petit, lui, il dit, maman m'a abandonné. Et l'entourage va dire, mais non, elle était malade, ta maman ne t'a pas abandonné. Et pourtant, lui, il peut être en colère de cette maman qui n'est pas là alors qu'il en a besoin. Et donc, voilà, hein, il va y avoir ces acceptations-là. Oui, je peux être en colère, mais ce n'est pas pour autant que je ne l'aime pas. Il y a vraiment ça. Donc, la colère, c'est un des freins souvent qui n'est jamais exprimé parce que ce n'est pas admis forcément dans la société. Oui, c'est pas dans la bienséance, cette histoire-là. Hein. Non, mais non, mais non. Est-ce que, selon toi, on peut porter le deuil d'un ascendant qu'on n'aurait pas connu, un grand-père, même un père ou une mère qu'on n'aurait pas connu, on apprend qu'il est décédé. Qu'est-ce qui se passe pour nous à ce moment-là, alors qu'on n'a pas tissé une histoire personnelle avec cette personne d'une certaine manière, en tout cas autrement? Oui. Alors, oui, on est en lien. Alors, on peut être en lien, comme on avait dit des fois déjà dans d'autres lives, par le prénom. Si je porte son prénom, par exemple. Ma mère n'a pas oublié son père qui est décédé, eh bien, elle va donner à un de ses enfants le prénom, hein, soit masculin féminisé du coup. Là, je suis en lien. On me transmet ce lien-là, de façon à ne pas oublier ce grand-père que je n'ai pas connu. Mais ça peut être des liens de date. Si je nais sur sa date de naissance ou de conception, il va y avoir ce lien-là. Ou alors, s'il est aîné et que moi, je suis l'aîné aussi. Donc, ce grand-père, il va être aussi en lien avec moi sur ce plan-là. Il va y avoir aussi comment on a parlé de ce grand-père. Si, par exemple, c'est un sujet tellement douloureux qu'on n'en parle pas, ben là, la charge émotionnelle, elle est énorme. Parce que l'enfant que je suis va bien ressentir qu'en fait, cet homme, il a occupé une place énorme. Et donc, je peux être en charge de dénouer le processus de deuil qui n'a pas été suffisamment vécu et senti. Et ça, c'est par la parole que ça se passe véritablement quand… La parole, mais aussi beaucoup l'émotionnel. Ouais. Un enfant qui est en lien avec un ascendant décédé avant qu'il naisse, il peut être soucieux de la mort. Ça peut être un enfant qui est triste dès la naissance. On le voit par exemple pour les jumeaux survivants. Ils ont perdu un jumeau dans le ventre. Ils savent ce qu'est la mort. Et quand ils naissent, ils sont en deuil. Mais les parents, l'entourage ne sait pas. La maman, elle n'a peut-être pas vu qu'elle avait perdu un bébé. Et donc, cet enfant, il a une charge, une lourdeur. Il s'intéresse à la mort. Il peut être dans un comportement qui attire la mort. Ça peut être des conduites à risque. Ça peut être un métier à risque qu'il va choisir après. Voilà, ça peut être, on peut être titillé comme ça, attiré, comme pour rejoindre. Évidemment, sans savoir. Tout ça, c'est très inconscient, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Est-ce que si dans ma famille, il y a eu un processus de deuil, je dirais, qui n'est pas allé au bout, je ne sais pas comment on peut le dire, mais qui est encore bloqué, est-ce que, même si ce n'est pas mon histoire, est-ce que moi, je peux prendre en charge de boucler cette histoire-là, m'occuper de ce processus, même si ce n'est pas le mien, en fait? Tout à fait, tout à fait. On a chacun une mission ou des missions. Hein. Enfin, mission, c'est peut-être pas un mot approprié, mais voilà, essayer de voir celui qui résonne le mieux. Mais par exemple, j'ai lu dans un bouquin hein, et je l'ai vu en séance autrement, mais cet exemple-là, il est très parlant. C'est une jeune femme qui ne fait que pleurer.
elle est heureuse dans sa vie, elle a des enfants, elle a un job qui lui plaît, un mari qu'elle aime, et elle pleure depuis sa naissance. Et donc, tout le monde en a un petit peu marre, donc il décide d'une thérapie familiale. Et lors de cette thérapie familiale, la maman de cette jeune femme est invitée. Et cette mamie, sa fille avait dit au thérapeute, de toute façon, ma mère, elle n'a jamais pleuré, elle a l'œil sec. Et quand cette mamie vient à cette séance, cette vieille dame commence à pleurer. Et elle raconte que, en fait, quand elle attendait sa fille, elle perd ses deux parents. Les deux parents décèdent. Et elle s'est dit, soit je fais mon deuil, je pleure, mais mon bébé va en pâtir. Et donc, je décide à partir d'aujourd'hui de ne plus pleurer. Et c'est ce qu'elle a fait. Sauf que le bébé, sa fille, dans le ventre, a capté les pleurs. Et elle a mis en scène ce qui manquait à la maman pour vivre son deuil. Donc, cette fille a eu une charge de pleurer inconsciente. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait, mais elle avait ce besoin-là. Et à partir de là, une fois que ça a été expliqué en thérapie, la maman de cette jeune femme a pu commencer son deuil. Donc, on peut vivre des processus de deuil avec des décennies, des générations en retard. D'accord. Avec un décalage. Elle a pu pleurer enfin son papa et sa maman, leur dire qu'elle les aimait, que voilà, c'est pas elle ne voulait plus y penser, mais en fait, elle protégeait sa fille, selon elle. Voilà. Donc, s'interdire de pleurer à un moment donné, un des descendants va le prendre en charge, ça. Il va parler de l'événement qui a pu être douloureux dans le clan. Et puis, il va falloir qu'il exprime aussi les émotions pour que, enfin, ça se dénoue. C'est ce que j'appelle les nœuds émotionnels. Comme un nœud dans un arbre, tous les troncs d'arbres ont des nœuds, et bien là, c'en est un. C'est des nœuds émotionnels. D'accord. Alors, on ne va pas tarder à commencer le temps des questions-réponses. Donc, vous avez deux possibilités pour échanger avec Hélène et poser votre question. La première et la plus sympa, c'est de mettre la caméra et de vous exprimer directement avec elle. Si pour une raison qui vous appartient, vous souhaitez garder la caméra éteinte, c'est possible aussi. Et vous pouvez aussi nous écrire dans le chat et moi, je serai votre voix pour lui poser la question. Donc, le temps d'un dernier échange, si tu veux, Hélène, et puis on laissera la possibilité au groupe de s'exprimer. J'avais envie de te demander par rapport à des deuils un peu plus compliqués, des choses qui peuvent arriver, qui peuvent être extrêmement marquantes dans l'histoire d'un clan. Est-ce que ça peut laisser des traces longtemps après, consciemment ou inconsciemment, sur des événements vraiment tragiques, comment la personne est décédée, son âge, les circonstances, etc. Oui. Est-ce que ça nous tient longtemps dans le clan, ça? Oui. Par exemple, alors c'est ce qu'on appelle le syndrome anniversaire, la date anniversaire. Si par exemple, j'ai un ascendant qui décède à 35 ans le 15 mai, ben, le 15 mai va être une date un peu compliquée dans le clan. Moi, je vais peut-être vivre mal l'arrivée de cette date dans ma vie sans savoir pourquoi, quelquefois. Et puis, 35 ans, ben, ça peut être un âge un peu compliqué aussi pour certains descendants. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont tristes pendant toute l'année où ils ont 34 ans, parce que les 35 ans arrivent. Ils peuvent se mettre en danger, ils peuvent être en dépression, ils peuvent avoir peur. Ils peuvent se dire même, il y en a qui disent, ben moi de toute façon, je sais que je ne dépasserai pas les 50 ans. Parce que dans le clan, il s'est peut-être passé quelque chose à 50 ans. Voilà. Donc, ça envoie des informations. L'inconscient familial, c'est un énorme ordinateur, mais qui garde vraiment tout. Et il n'y a pas de bug. D'accord. Et donc, il garde tout. Et certains descendants vont avoir certaines infos ou certaines peurs, certaines crispations. Ils vont avoir envie peut-être de retourner sur le lieu de l'accident en se promenant lors de vacances, mais voilà, ils ont été poussés à aller dans cette région-là. Voilà, hein, il va y avoir des choses comme ça.
on en parlait tout à l'heure, pour les IVG, les fausses couches, c'est aussi ça. Aussi ça. On s'est aperçu que quand il y avait une fausse couche non parlée à un moment donné, eh bien, il peut y avoir répétition de fausses couches dans les générations suivantes, comme si les générations suivantes avaient le devoir d'ouvrir les yeux, d'en parler. Aujourd'hui, on en parle plus facilement. Autrefois, le médecin disait bah, vous en ferez un autre, c'est pas grave, et la maman s'interdisait d'être en deuil parce qu'en fait, le médecin avait dit bah, c'est pas grave, vous en aurez d'autres, et donc c'est comme si elle était coupée dans l'expression de sa douleur. Oui, oui, donc il y a énormément d'enfants qui ne sont pas entre guillemets enterrés. Oui. Les fausses couches, les avortements, les bébés nés et morts tout de suite après la naissance. Voilà, il y a énormément de souffrance encore à ce niveau-là. Oui, il y a quelque chose qui est pas encore reconnu ni par la société, ni quelquefois dans certaines familles. C'est vraiment un vrai sujet, ça, par rapport au deuil. Oui, complètement. Oui. Isabelle voudrait te poser une question, Hélène. Donc, Isabelle, si tu veux bien ouvrir ton micro pour pouvoir t'exprimer, la caméra si tu le souhaites. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien parce que moi je me vois très mal, donc je ne sais pas si vous me voyez une moitié ou autre, peu importe. Tu es en contre-jour, mais ouais, je suis en contre-jour. Donc je suis arrivée un petit peu en retard. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai deux questions. La première, c'est comment sait-on qu'on a... Enfin, je suis arrivée au moment où on parlait du deuil et comment faire le deuil. Enfin, voilà. Comment sait-on au bout de combien de temps et quels sont les signes qui montrent qu'on a enfin fait un deuil, par exemple? Oui, c'est tout à l'heure, on n'a pas tout à fait fini le processus. C'est bien cette question. Merci Isabelle. Après, tous ces chocs émotionnels, la tristesse, la colère, voilà, la culpabilité, il va y avoir un matin où on va ouvrir les volets et puis on va voir les oiseaux. Alors que les oiseaux, ils sont là depuis des mois peut-être. Et brutalement, on va voir la vie. On va avoir envie peut-être d'aller marcher alors qu'on ne le faisait plus, d'aller peut-être déjeuner avec une amie alors qu'on n'avait plus envie. Il y a des petites choses comme ça qui vont nous faire remonter dans la vie. Notre énergie va remonter. Voilà. Et en fait, c'est juste un passage où c'est pas parce qu'on va dans la vie qu'on oublie le défunt ou les défunts. Voilà, c'est accepter qu'ils ne seront plus là, on va vivre autrement. Et donc, on va accepter aussi de vivre avec l'absence, avec le manque. Alors, justement, il peut y avoir des allers-retours parce qu'il va y avoir des jours où ça va être simple, un peu simple, et puis d'autres jours où on aura envie encore de pleurer. C'est OK. C'est pas pour ça qu'on est dans un deuil qui est trop long et qui devient pathologique. Alors, il y a des thérapeutes ou des psys qui disent qu'au bout de 6 mois ou 18 mois, ou il y a des dates comme ça, normalement, on ne doit plus en parler, on passe à autre chose. Eh bien, en fait, pas tout à fait, parce que chaque personne, c'est tellement individuel et personnel que quelquefois, on a besoin de pleurer plus longtemps que les autres. C'est OK. Mais il y a vraiment cette transition-là où, ah ouais, il me manque, mais en même temps, je dois vivre. Il y a c'est notre instinct de survie, en fait. Sinon, on se laisse emmener vers la mort. Il y en a qui meurent de chagrin. Oui, bien sûr. Merci. Mais alors, ça répond en partie à ma question. Alors oui, dans le deuil, j'ai envie de dire immédiat, dans les mois, les années à venir, etc., cette sensation de ne plus avoir de tristesse, etc., mais qui peut durer quand même de longues années. Ah oui. Ou avec le syndrome de l'anniversaire ou pas. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'engramme? Je veux dire, même si on a le sentiment ou la sensation d'avoir fait le deuil parce qu'on a pu faire du travail, parce qu'on a avancé, etc., est-ce que ça peut être quelque chose qui s'engramme et qui peut venir quand même, quelque part,
perturber, je ne sais pas, une vie sentimentale, les enfants, la famille, enfin, Oui, voilà, ce genre de choses. Et oui. comment, en effet, par quoi, par quelle thérapie Mm. et ce qui m'amène peut-être à ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer ça? Alors, bon, voilà, moi j'ai vécu le suicide de mon frère il y a 30 ans. À ma connaissance, il n'y en a pas eu dans la famille, enfin, il n'y en a pas eu dans les générations précédentes. Mais ma question, c'est est-ce que justement dans les générations qui vont venir, c'est quelque chose qui peut arriver tout simplement parce que pourquoi ça arrive d'un seul coup? Enfin, j'imagine que ça n'arrive pas d'un seul coup, il y a certainement une histoire liée à ça. Mais moi, mon inquiétude, c'est mes enfants. Enfin voilà, mes enfants, les enfants de ma sœur, enfin voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses, mais comment être sûr et comment essayer de Mm. travailler au mieux, nettoyer au mieux ça pour que Mm. ça ne se reproduise pas en fait. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des clans qui sont marqués par des deuils, euh, par la mort, beaucoup plus que d'autres. Il y a une lourdeur, parce qu'en fait, l'idée, c'est dans cette exploration du clan, c'est d'aller voir quel est le deuil initial qui a envoyé l'information que la mort, c'est compliqué. Voilà. Alors, on en vient justement à un chapitre des deuils particulièrement compliqués qui vont envoyer aux descendants des informations où la mort, c'est difficile, les séparations sont compliquées, où les ruptures sont compliquées, où les absences sont difficiles à vivre. Donc, le suicide en fait partie. Les morts violentes, les morts soudaines, où il n'y a aucune préparation, ça envoie de l'information que d'un coup, ça peut se terminer. Et donc, il peut y avoir répétition. Hein. Il y a des clans de suicide. Il y a d'autres clans de cancer, d'autres clans d'autres choses. Hein. S'il y a eu suicide, peut-être qu'il y en a d'autres avant, mais qui n'ont pas été parlés. C'est possible. Dans la mort par suicide, il peut y avoir au-dessus, dans les générations au-dessus, des morts qui n'ont pas été apparentées aussi au suicide. Par exemple, quelqu'un qui conduit vite, qui ne fait pas attention pour la boisson, etc. Donc, ça peut être des conduites suicidaires. D'accord. Et qui fait que, voilà, il va y avoir cette fragilité-là dans ce clan-là. Voilà. D'accord. Donc, il y a d'autres morts aussi qui vont être compliquées pour les descendants. Les meurtres, il va y avoir les enfants qui perdent leurs parents très jeunes, où là, l'enfant qui vit un deuil, il ne le vit pas de la même façon que les adultes. Nous, on a besoin de se recroqueviller, de parler du mort ou de la morte. On a besoin de s'intérioriser dans les émotions. L'enfant, lui, s'il fait ça, les hormones de croissance s'arrêtent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre le processus de deuil et grandir. C'est vous dire combien un processus de deuil prend de l'énergie. On est fatigué quand on vit un deuil, quel qu'il soit. On est épuisé, on ne dort pas, on perd la mémoire, on est distrait, on oublie tous les rendez-vous, etc. On est vraiment dans une perte d'énergie. Et il faut ce processus de deuil pour récupérer petit à petit nos forces. Donc l'enfant, quand il perd ses parents ou son parent très jeune, il va avoir, il part jouer avec les copains, il revient, il pleure, il repart, etc. Et il a une facilité de s'adapter, il grandit avec ça. On peut l'emmener voir un psy, peut-être, il y a peut-être un besoin. Mais il faut savoir qu'arrivé à l'âge adulte, il a souvent besoin de revenir sur cette perte-là pour vraiment terminer ce deuil-là. Voilà, hein. Donc, ça, c'est important de le voir parce qu'on ne s'en rend pas compte. Quelquefois, on dit « Ah, mais il était jeune, il est passé à autre chose ». Sauf qu'en grandissant, il y a des étapes qui n'ont peut-être pas forcément été bien vécues et mises en conscience. Voilà.
Alors, d'autres deuils qui sont super compliqués, et je pense qu'on en a pratiquement tous dans le clan, mais c'est les disparus pendant la guerre, les guerres, les morts qui ne sont pas enterrés, dont on n'a pas vu la tombe. On le voit par exemple quand un jeune disparaît, tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, ben, on ne fait pas le deuil. Les parents le disent vraiment. Donc il y a ça, hein, ça peut être aussi très perturbant pour les descendants parce que en fait, un des enfants peut avoir la charge de faire vivre un grand-père, de faire vivre un oncle. Voilà. Et donc, par exemple, Isabelle, votre frère, peut peut-être revivre, être en lien avec un des descendants. Donc, il va y avoir des dates qui sont très importantes. Ben, la date de naissance de ce défunt, mais la date de décès aussi. Et puis, il va y avoir aussi, par exemple, pour nos blessés de guerre, ben, la date de retour, parce qu'il y en a qui sont pas morts sur le coup, mais qui sont morts des années après, des suites de la guerre. Juste une petite chose, excusez-moi, je suis en train de me rendre compte que sa date anniversaire de naissance est aujourd'hui. Oh. Un pur hasard, ouais. Voilà. Ah oui, ok, ok. D'accord, d'où le petit chat dans la gorge. Oui, certainement, j'ai depuis quelques jours. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est un pur hasard. Voilà. Alors, d'autres deuils aussi qui sont compliqués, qui laissent. Alors, les pertes, on avait vu l'IVG, les fausses couches, les pertes de bébés très jeunes, hein, tout de suite à la naissance et autres. Donc là aussi, il y a un accompagnement particulier à faire. C'est des personnes qui disent moi, j'ai pas de photos, j'ai pas de souvenirs, j'ai pas de vidéos de mes vacances avec cet enfant-là. La perte d'un enfant, c'est la perte de l'avenir avec lui. On s'était projeté à vivre des choses avec ce garçon, avec cette fille. On s'était imaginé, vivre des vacances, des départs, plein de choses. L'école, etc. Et là, les parents, ils sont vraiment en très grande difficulté. Parce que, et d'ailleurs, dans les groupes, on l'entendait. Il y avait des mamans qui avaient perdu un enfant, mettons, qui avait 8 ans, et puis une maman qui avait perdu un bébé. Et elle disait, mais vous avez vécu 8 ans avec lui. Donc, il y avait comme une incompréhension, hein, voilà, dans leur douleur. Voilà. Donc, il faut dire aussi qu'il n'y a aucune, comment dire, il y en a qui disent, ah mais moi, mon deuil, il est horrible. Oui, mais le deuil de la personne à côté, c'est pareil. Chacun a son thermomètre de douleur. Et donc, voilà, hein, on va faire avec ça. Et à la question d'Isabelle, comment faire peut-être pour que, je dirais, pour aller au bout de ce processus-là, alors de mon prisme à moi, aller au bout, je n'ai pas la réponse parce qu'elle appartient à chacun, à chacune, mais il y a des choses à mettre en place et c'est jamais les mêmes selon les personnes, Isabelle. Et il y a des personnes qui ont besoin de vivre un rituel d'une manière plutôt intime, d'autres qui vont avoir besoin de traverser ce rituel dans un collectif, de pouvoir nommer ce qui s'est passé et de pouvoir nommer leur douleur ou ce qu'elles traversent. Ma conviction profonde, c'est que ça passe par le corps, en tout cas. En tout cas, dans ma vision de la vie, ça ne peut pas suffire de l'exprimer. Il faut aussi le traverser dans ses cellules pour comprendre et sentir à un moment que voilà, ça maintenant c'est à côté, pour pas dire derrière moi. C'est pas loin, c'est là si je veux, c'est au bout de la main, mais c'est pas en moi. Voilà, il y a vraiment des choses à faire. Il y a beaucoup de propositions par la respiration, par le mouvement, il y a des rituels en tout cas. Et si tu sens, Isabelle, qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'il n'y a jamais de questions gratuites, je dirais, c'est peut-être d'aller chercher un moyen qui te parle plus qu'un autre pour tenter de faire un pas de plus vers ça, peut-être. Là, j'ai fait beaucoup de choses déjà. Donc, c'est vrai que là, voilà, j'ai fait des mémoires cellulaires, j'ai fait de la sophroanalyse, j'ai fait du passage d'âme. Enfin, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas, si je peux me permettre, et vous avez 2 petites minutes. J'ai vécu il y a 2 ans. En fait, je partais d'un travail et on m'a offert un bain de forêt, en fait. Mes collègues m'ont offert un bain de forêt.
J'y suis allée avec une amie, c'était absolument pas prévu. Et à un moment donné, il a fallu se connecter à un arbre. Et j'avais repéré un arbre et quelqu'un s'y est mis. Et j'ai pas voulu aller sur cet arbre, j'ai choisi un autre. Et je me suis sentie appelée par un autre arbre, en fait. Bon, juste pour la petite histoire, entre guillemets, mon frère s'est pendu sur un chêne, hein. Et le seul chêne qu'il y avait dans les parages m'a appelée. Enfin, vraiment, ça a été quelque chose de très, très fort. J'ai été téléguidée vraiment vers cet arbre. Je me suis mise à pleurer, j'ai encerclé cet arbre, etc. Du coup, je suis allée faire un rituel par la suite, justement au pied de l'arbre. Et j'ai eu le sentiment vraiment là que quelque chose s'était libéré. Maintenant, je peux en parler sans pleurer. Mais il y a 2 ans, j'en pleurais encore alors que ça fait 30 ans. Enfin, et là, je me suis dit, waouh, enfin, c'était énorme, quoi. Quelque chose qui s'était clôturé dans ce Ouais, processus-là. complètement. Ouais. Mais je sens que c'est pas encore, alors pas tant dans le fait du fait qu'il soit plus loin, etc. Plus dans ma vie de femme. Voilà, c'est plus dans ma vie de femme, dans ma relation aux hommes. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose. Mais en fait, la soudaineté du deuil de la mort peut envoyer l'information chez les descendants que tout bonheur peut s'arrêter soudainement. Donc, on peut éviter de s'engager dans des relations amoureuses pour éviter justement de vivre ce drame-là, d'une rupture totale, rapide, soudaine. Donc, ce n'est pas forcément un suicide du compagnon, c'est la perte fracassante, soudaine. Tout peut s'arrêter. Et là, ces mots-là, tout peut s'arrêter. Ça peut, voilà, c'est pas la peine que je m'offre une belle journée ou des belles vacances. Tout peut s'arrêter. Et donc, on va réduire petit à petit parce que la soudaineté, elle fait encore effraction encore. Alors, dans ces morts compliquées, dans ces décès donc très violents et très douloureux, les descendants font ce travail pour aller mieux, d'accepter que ça a existé dans leur clan. C'est ainsi. Et il y aura toujours cette souffrance particulière, mais on ne peut pas gommer comme certains autres deuils complètement. Voilà. Le deuil d'un papy de 95 ans, ok, bon, même si c'est hyper douloureux, c'est dans l'ordre des choses. Voilà. Et donc, dans ces deuils compliqués, ben, ce clan sera marqué par ça. Voilà. Donc, voilà, il faut partir dans cette idée-là que c'est ainsi. Voilà. Merci. Alors, il y a d'autres complications aussi que j'ai vues. Le don du corps à la science. Si, par exemple, l'entourage n'est pas du tout OK ou pas du tout au courant, il se retrouve sans enterrement si l'entourage ne décide pas lui-même parce qu'il n'y a pas de corps. Le corps est donné à la science. Donc, il n'y a pas de défunt à veiller, il n'y a pas d'enterrement. Si on ne fait pas une cérémonie nous-mêmes, il n'y a pas de cercueil, il n'y a rien. Et il n'y a pas de tombe, enfin, il n'y a pas le corps dans la tombe. Et ça peut être super violent pour l'entourage, surtout s'il ne sait pas. De la même façon, la dispersion dans le décembre, il y avait des personnes qui nous témoignaient dans les groupes de parole que quelquefois, ils avaient besoin d'aller récupérer à l'endroit de la terre où il y avait donc symboliquement les cendres, où ils avaient dispersé les cendres, pour ramener dans un cimetière parce qu'au moins, il y avait un endroit fixe. Voilà. Donc là aussi, chacun fera son chemin par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à Hélène? Profitez-en. Il nous reste voilà, quelques minutes, donc c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas, hein, sinon, hop, je regarde si j'ai des questions dans le chat. Non, ok. Par rapport au deuil, Hélène, on parlait avant de se retrouver avec le groupe du deuil au sens large. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que ça peut être le deuil d'autres choses? Parce qu'on parle beaucoup du deuil de la personne et c'est complètement normal. Le deuil d'un travail, d'une vie rêvée, d'un lieu de vie. Est-ce que tu vois des processus de deuil s'inscrire aussi Le deuil de l'enfant idéal, quand un enfant arrive handicapé ou malade. Le deuil, moi ça m'avait marqué parce que dans mon ancienne vie, je travaillais dans le recrutement et donc il y avait des personnes qui voulaient à tout prix retrouver
le même poste, la même ambiance, etc. Et vraiment, ça bloquait. La perte d'une maison aussi. La vente d'une maison, elle se fait si tout est OK, tout est aligné. Mon mental, j'ai décidé, mon cœur, j'ai décidé avec mes émotions, hein, et physiquement, je suis prête à passer à autre chose. Et par exemple, il peut y avoir des difficultés à vendre une maison parce qu'il y a le rosier donné par le grand-père et qui est là depuis 30 ans et que je ne vais pas pouvoir laisser, quoi. Et on ne sait pas pourquoi la vente ne se fait pas. Voilà, tant que le deuil, justement, n'est pas tout fait. Donc, quand vous quittez une maison, quand vous dites au revoir à chaque pièce, dites au revoir au jardin, à l'environnement, etc., en conscience, pour passer à autre chose et accepter que la maison suivante ou l'appartement suivant soit différent, mais pas identique. On ne fait pas un copier-coller, nulle part. Et dans tout, par exemple, le deuil d'un couple, il faut d'abord faire, même si on divorce, on s'aperçoit que dans les divorces, il y a des petites choses quand même qui nous plaisaient bien dans ce couple. Ça pouvait être, je ne sais pas moi, les sorties cinéma, les sorties resto, les vacances. Avec le nouveau couple, c'est différent. Et si je veux vraiment donner la chance à mon nouveau couple, c'est vraiment de balayer et de faire traverser ce processus de deuil avec le premier. Parce qu'il peut y avoir des choses je vais être après dans une comparaison. Et dans la comparaison, ça empêche d'aller vers le potentiel possible dans ce couple. Donc, il peut y avoir des sabotages inconscients, vraiment pour tous nos secteurs de vie, en fait. Et ce sera probablement la dernière question par rapport au temps, mais est-ce qu'on a fait un live sur les loyautés il y a 15 jours? Moi, je vois quelque chose qui se croise sur un deuil qui, quelquefois, peut avoir du mal à se vivre, en tout cas qui traîne un peu, parce que si j'arrête d'être triste par rapport à la perte de cette personne, c'est d'une certaine manière, si je me sens heureux ou heureuse, je suis déloyale à sa mémoire. Bien sûr. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, quelquefois, quand ça traîne. C'est à creuser, ça aussi. Quand on est en deuil, on doit pleurer. Ça, c'est la croyance. Et si on rit parce que un enfant nous a fait rire, parce que, voilà, tout de suite, les personnes, l'entourage, le candidat va dire « Oh, c'est la veuve joyeuse » ou « Elle a vite oublié », etc. Voilà. Donc, on peut avoir peur aussi de ça. Et c'est vrai que quand on se remet dans la vie, on peut avoir peur de dire en fait, je l'oublie. J'oublie cette personne qui est décédée et pourtant, quand même, voilà. Et on peut être en conflit de loyauté. Alors, dans une tribu africaine, il est vécu, le deuil, par exemple, d'une veuve est vécu d'une certaine façon. Elle se met à côté du cercueil et puis elle va passer la nuit avec son homme et elle va faire le bilan de ce qu'ils ont vécu. Donc, le bien, le pas bien, et j'avais envie de t'engueuler quand tu faisais ça, et j'adorais quand tu étais comme ça, etc. Elle fait le bilan. Et puis, au petit matin, elle enlève sa robe, elle la met dans le cercueil, et elle prend une robe neuve pour sa vie qui va venir. Donc, elle a une partie de vie avec cet homme-là, et ça ne va pas l'empêcher de vivre autre chose dans sa vie, avec un homme ou pas d'ailleurs, mais voilà, elle va faire la séparation, partir plus libérée vers ce qu'elle doit vivre. Donc c'est une belle image, ça aussi. En Afrique, la veuve passe la dernière nuit à côté de son mari qui est mort et elle lui dit tout ce qu'elle... Isabelle, excuse-moi. Alors, on a... Et en fait, on pourrait le faire pour tout. Par exemple, un chien, on perd son animal. Il y en a qui disent je vais vite en reprendre un, etc. Mais d'abord, il faut faire le deuil avec le premier. Il ne sera jamais identique. Les enfants, ils ne sont jamais identiques. Voilà, donc, on a vraiment à faire ça sur tous nos secteurs de vie.
Merci Hélène, c'était passionnant comme d'habitude. Un grand merci. On avait envie de vous dire avec Hélène, c'est des moments tellement précieux là, ce qu'on vit avec vous, qu'on reprendra à la rentrée. On va vous faire à nouveau des propositions de thématiques de live liées au transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à nous faire part de thématiques qui pourraient peut-être vous intéresser. Vos avis sont évidemment précieux par rapport à ça. On va en programmer 2 ou 3 déjà à la rentrée. Et ensuite, on va vous faire une autre proposition. On va laisser passer l'été pour se reposer, prendre le soleil, etc. On va vous proposer quelque chose, un programme en ligne qu'on est en train de fignoler pour pouvoir vous accompagner dans le travail de votre arbre et de votre clan. C'est-à-dire que là, on travaille d'une manière générale. On arrive de temps en temps à permettre à Hélène de répondre à quelques questions précises, mais vous l'avez bien vu, c'est un processus de compréhension et aussi il y a des choses qui doivent je dirais, s'engrammer. Donc, on va vous proposer un programme où Hélène va vous proposer une consultation à distance si vous le souhaitez et on va y joindre un protocole hypnotique pour vous permettre d'aller chercher ce qui a peut-être un peu plus de mal à émerger consciemment si vous le souhaitez. Voilà. On vous en dira évidemment plus à la rentrée. On va terminer de projeter tout ça en août. En tout cas, merci. Merci Roxane. Merci à vous. Alors oui, le stage 2023, Isabelle, on va proposer un stage probablement en novembre sur une journée. Là, pareil, hein, n'hésitez pas à nous dire, on hésite entre 1 jour et 2 jours, donc dites-nous ce qui pourrait vous, en termes de format, vous convenir. Évidemment, plus on est longtemps ensemble et plus on va loin. Déjà, en une journée, on va loin. Hein, avec Hélène, on l'a expérimenté. Oui. On arrive à bien avancer avec le collectif. Voilà. Et puis, on proposera aussi peut-être un travail en groupe fermé, en visio, avec un groupe qu'on n'a pas encore déterminé le nombre, mais pas très grand, sur peut-être une demi-journée ou une journée. Là aussi, pour aller dans votre histoire de clan à vous et dénouer peut-être des nœuds qui se seraient fait réfléchir à tout ça. Voilà les propositions qui nous viennent. N'hésitez pas à nous écrire, on a besoin de vous pour savoir de quoi vous avez envie ou besoin pour qu'on puisse affiner. On a envie de faire de la dentelle avec vous, donc n'hésitez pas à nous parler de vos préférences par écrit. On vous remercie. On vous souhaite un très bel été. Profitez du soleil, profitez de tout ça et on se retrouve à la rentrée. Hélène, le mot de la fin ? Merci, merci. Alors, soyez attentifs à toutes vos pertes, quelles qu'elles soient, pas forcément des deuils, parce que les pertes, il faut aussi les traverser en conscience. Et plus on se sépare en conscience, et plus la vie, elle est simple et on s'ouvre au possible, en fait. On a moins de peur de perdre, justement. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous. Une très belle journée à tous. On se retrouve à la rentrée. Au revoir. Merci. Bel été à vous. Au revoir. Au revoir.